現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。Et si Rin n'était pas morte? La réponse à cette question implique des changements majeurs dans l'œuvre, mais à quel point sa survie aurait-elle impacté l'histoire du monde Shinobi? C'est précisément ce qu'on va essayer de voir dans cette nouvelle vidéo Uchronie. Mais avant de commencer, si mon travail vous plaît et que c'est pas déjà fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, ça me soutiendrait beaucoup. En général, je vous le demande en fin de vidéo, mais il paraît que c'est plus efficace au début, donc voilà, c'est fait. Allez, sur ce, perdons pas plus de temps, et commençons. La troisième grande guerre ninja fait rage depuis plusieurs années. Les shinobi du pays de la terre s'amassent à la frontière du pays du feu. L'avancée de l'armée d'Iwa à travers le pays de l'herbe, limitrophe du pays du feu, constitue un vrai danger pour Konoha. Afin de couper le ravitaillement des troupes ennemies et stopper leur progression vers leurs frontières, une unité de Konoha composée des jeunes ninjas Rin Nohara, Obito Uchiwa et Kakashi Hatake, menée par ce dernier tout juste promu Jonin, est missionnée pour infiltrer les lignes arrières d'Iwa et détruire le pont Kanabi, par lequel toutes les ressources sont acheminées depuis le pays de la Terre. Afin de garantir le succès de cette mission de sabotage, une autre escouade menée par l'éclair jaune de Konoha Minato Namikaze est envoyée pour attaquer de front les troupes d'Iwa pour faire diversion. Mais à peine séparés de leur sensei Minato que Kakashi et son équipe sont attaqués par deux shinobi d'Iwa qui parviennent à capturer Rin pour lui soutirer des informations sur les objectifs réels de leur mission. S'ensuit alors une dispute entre Obito qui souhaite avant tout sauver Rin et Kakashi qui souhaite faire passer la mission de sabotage avant le sauvetage de sa camarade. Les deux jeunes ninjas se séparent donc et Obito part à la rescousse de Rin. Il finit par remonter sa trace mais est immédiatement repéré par l'ennemi qui tente de le prendre par surprise. En mauvaise posture, Obito est sauvé in extremis par Kakashi qui avait finalement décidé de rebrousser chemin afin d'aider ses amis, remettant ainsi en question son Indo. Mais le shinobi d'Iwa est plein de ressources et parvient à blesser Kakashi au visage, lui faisant ainsi perdre son œil gauche. Obito, frustré par la situation mais surtout animé par sa volonté de protéger et sauver ses amis, s'éveille alors au Sharingan et parvient à venir à bout de leur adversaire. Kakashi et Obito parviennent donc jusqu'à la grotte où était retenu Rin et affrontent le dernier shinobi d'Iwa se dressant face à eux. Grâce à leurs efforts combinés, Kakashi et Obito parviennent à passer leur ennemi et à libérer Rin. Mais le ninja d'Iwa parvient à se relever et fait s'effondrer la grotte avec une technique d'automne afin de piéger les trois jeunes shinobi de Konoha. Kakashi est immédiatement surpris par un débris qui le frappe dans son angle mort et tombe au sol. Un immense rocher s'apprête à s'écraser sur lui, mais Obito parvient tout juste à le dégager de la trajectoire. Malheureusement, le jeune Uchiwa n'a pas le temps d'éviter le rocher et se retrouve coincé, la moitié du corps totalement écrasé. Se sachant condamné, Obito décide de léguer son Sharingan gauche à Kakashi avant de supplier ses amis de s'enfuir afin d'échapper aux renforts ennemis qui étaient déjà en route. Rin transplante donc le Sharingan d'Obito dans le globe oculaire de Kakashi. Grâce à ça, ce dernier parvient à compléter son nouveau jutsu, le Chidori, et vient définitivement à bout du ninja d'Iwa responsable de l'effondrement, vengeant ainsi son ami. Mais les renforts d'Iwa arrivent dans la foulée et s'apprêtent à s'en prendre à Rin et Kakashi. Heureusement, ces derniers sont sauvés in extremis par Minato, qui avait préalablement confié un de ses kunai balises à Kakashi en guise de cadeau pour sa promotion au rang de Jonin. Ainsi, l'éclair jaune tue tous ses ennemis jusqu'au dernier pour sauver ses deux élèves en difficulté. Pensant Obito définitivement mort, l'équipe de Minato poursuit sa route vers le pont Kanabi afin de le détruire. La mission de sabotage est un succès. L'avantage stratégique apporté par cette mission permettra à Konoha de prendre l'ascendant sur Iwa dans ce conflit et marquera le début de la fin de la troisième grande guerre ninja, malgré la perte d'Obito, du moins c'est ce que tous pensaient. En effet, alors qu'il avait perdu connaissance sous les décombres de la grotte, Obito fut sauvé par une créature blanche étrange, capable de se mouvoir à travers les pierres recouvrant son corps pour l'en dégager. Amené dans une grotte souterraine par la créature, Obito est soigné par un vieil homme possédant un Sharingan dans son œil gauche. À sa grande surprise, le vieil homme se présente comme étant Madara, un shinobi légendaire du clan Uchiwa censé être mort il y a longtemps. Dans un premier temps, Obito le prend pour un vieux gâteux, mais Madara insiste sur le fait qu'il a des projets pour lui et qu'il est encore bien
bien trop tôt pour le remercier de l'avoir sauvé. Intrigué, Obito demande aux 2 sbires de Madara chargés de le surveiller et de l'entraîner à maîtriser son nouveau corps, ce que Madara comptait vraiment faire de lui. Les 2 Zetsu expliquent alors grossièrement le plan œil de lune, consistant à lancer les arcanes lunaires infinis, un surpuissant genjutsu capable de plonger les habitants du monde shinobi dans un rêve éternel, où les conflits et la haine n'existent plus. Mais après avoir entendu un plan aussi farfelu, Obito est convaincu que Madara est sénile et reste déterminé à retourner à Konoha pour retrouver ses amis dès qu'il sera de nouveau sur pied. Plusieurs mois plus tard, alors que Minato est en mission à l'étranger, Rin est de nouveau faite prisonnière, mais cette fois par des shinobi de Kiri. Kakashi, qui avait promis à Obito de veiller sur Rin, s'est bien entendu jeté à sa poursuite afin de la délivrer, ce qu'il réussit à faire, du moins c'est ce qu'il croyait. En effet, le plan de Kiri était de faire de Rin la Jinchuriki de Sanbi, le démon à 3 queues, avant de la laisser fuir et rejoindre Konoha, où il laisserait le démon se déchaîner pour raser le village. En réalité, toutes ces manigances étaient orchestrées par Madara lui-même. Il avait manipulé les ninjas de Kiri et leur avait soufflé ce plan pour attaquer Konoha via le démon à 3 queues. Le véritable objectif de Madara était de forcer Obito à voir Rin mourir tué par les ninjas de Kiri sous son contrôle, afin d'éveiller le vrai pouvoir du Sharingan d'Obito et transformer sa gentillesse en une haine profonde envers le monde shinobi afin d'en faire son pantin. Ainsi, alors qu'Obito est toujours enfermé dans sa grotte avec un Madara assoupi depuis plusieurs semaines, un clone de Zetsu blanc se précipite pour le prévenir que Rin et Kakashi sont encerclés par des ninjas d'élite de Kiri et qu'ils sont en mauvaise posture. Le timing avait été travaillé. Dans son état actuel, Obito n'aurait pas le temps de sauver sa camarade et arriverait tout juste pour la voir mourir. Déterminé à sauver ses amis, Obito se précipite et tente de briser l'entrée scellée de la grotte à main nue. Mais son corps composé des cellules d'Hashirama greffées par Madara n'est pas encore assez fort. C'est alors que le Zetsu spirale s'enroule autour de lui pour lui permettre de sortir. « Tu t'en vas ?» demande d'une voix grave et fatiguée Madara. « Je te remercie de m'avoir sauvé, mais il est temps pour moi de partir. » « Il le faut », lui répond alors Obito, avant de se précipiter à l'extérieur sans même prendre le temps d'écouter la réponse de Madara. Recouvert du corps du Zetsu spirale, Obito traverse la grande distance qui le sépare de ses amis à une vitesse folle. Zetsu est lui-même choqué de la vitesse à laquelle Obito s'est adapté à son corps. Je commence à comprendre pourquoi Madara l'a choisi. On l'a peut-être même sous-estimé. À ce rythme, il n'est pas exclu qu'il arrive à temps. Je dois absolument le ralentir, pense alors Zetsu. Mais alors qu'il s'apprêtait à lui faire prendre un détour, Obito entend une grosse détonation et se précipite dans sa direction. Une fois sur place, il aperçoit au loin Kakashi se ruer vers des shinobi de Kiri avec son Chidori, tandis que Rin tente de se placer devant lui pour se laisser transpercer et mourir de sa main. En effet, cette dernière se savait manipulée et souhaitait mourir de la main d'un être cher pour éviter le déchaînement de Sanbi sur Konoha. Pour Obito, il est hors de question de laisser un tel drame se produire. Tendant sa main en direction de Kakashi, Obito projette une lance de bois qui vient s'abattre sur le bras de son ami pour dévier son coup. Incroyable, Obito maîtrise déjà le Mokuton, pense alors Guru Zetsu. Kakashi est blessé, mais il reprend rapidement ses esprits et regarde en direction d'Obito. Il n'en croit pas ses yeux. Il pense reconnaître Obito au loin, mais c'est impossible. Grâce à son sang-froid à toute épreuve, Kakashi parvient à attraper Rin pour éviter les assauts des ninjas d'élite de Kiri. Obito se projette en direction de ses amis pour leur venir en aide. Il sent que son corps boosté par Zetsu lui offre une puissance lui permettant de faire face au plateau rempli d'Anbu qui encercle ses camarades. Arrivé auprès d'eux, Kakashi et Rin n'en reviennent pas. Obito, je rêve, demande Rin incrédule. Désolé de vous avoir inquiété les amis, je vous raconterai plus tard. Pour l'instant, on n'est pas encore tiré d'affaire, répond alors Obito, tout en s'apprêtant à lancer une nouvelle attaque Mokuton. Mais alors qu'il concentre son chakra, le corps de Guru se fige. Si je laisse la fille s'en tirer, notre plan tombe à l'eau. Je dois absolument laisser les shinobi de Kiri la tuer sous les yeux d'Obito. Obito savait que la moitié de son corps était désormais composée de la même matière que celui des Zetsu. Il se rappela que d'après ce dernier, il aurait un jour suffisamment de puissance pour briser d'immenses rochers à main nue. Dans un effort surhumain, Obito réussit à briser l'étreinte de Zetsu sur la partie droite de son corps. « Kakashi, aide-moi à retirer ce truc » s'écrie-t-il. Kakashi s'exécute machinalement et abat son kunai sur ce qui restait du corps du Zetsu à la tête en spirale. Madara, ça craint, ils ont détruit Guru. Les renforts de Konoha sont en route. J'ai bien peur que ce ne se soit pas passé comme prévu, panique alors Zetsu. Ne t'en fais pas, nous en recréerons un autre. Et même s'il réchappe aux ninjas de Kiri, il reste une chance que le déchaînement de Sanbi ait lieu au sein de Konoha, auquel cas la fillette ne survivrait pas et Obito reviendra, répondit calmement Madara. Débarrassé de ses entraves, Obito et les autres font désormais face à une armée entière de ninjas d'élite. Katon, boule de feu suprême, Obito lance les hostilités.
La technique du jeune Uchiwa est immédiatement repoussée par le Suiton ennemi. Obito, je ne sais pas si c'est vraiment toi, mais quoi qu'il en soit, merci d'avoir sauvé Rin. Les renforts sont déjà en route. Nous devons juste gagner un peu de temps, déclare Kakashi, qui se faisait alors soigner par Rin. Après avoir confirmé que c'était bien lui, Obito tendit la main à Kakashi pour le relever. Une fois encore, la brûlante volonté de protéger ses amis d'Obito avait fait évoluer sa pupille, qui venait de développer un troisième Tomoe. Protégeons Rin ensemble. Plusieurs minutes se sont écoulées et les efforts combinés de Kakashi et Obito leur ont permis de survivre jusqu'ici. Les deux jeunes ninjas sont à bout de souffle et à court de chakra, mais avant de s'effondrer de fatigue, ils sont sauvés in extremis par l'arrivée de l'escouade de soutien de Konoha. Ils ont tous survécu, déclare Agase Zetsu à son maître. Attendons de voir si Sunbeast se déchaîne sur Konoha. Dans le cas contraire, on devra passer au plan B, lui répond Madara, dont le ton habituellement calme était monté. Sur la route de Konoha, Kakashi et Rin peinent encore à croire qu'Obito a survécu tout ce temps et qu'il se tient bien devant eux. Après leur avoir raconté s'être réveillé dans une grotte étrange, après que son corps ait été totalement enseveli par les rochers, Obito explique avoir été soigné par un drôle de vieillard prétendant être Madara. Mais comment a-t-il pu te dégager des décombres, demande alors Rin, les larmes aux yeux de voir Obito bien vivant mais perplexe face à tant de mystères. Il y avait ces types blancs bizarres qui pouvaient se déplacer dans les sols, le même genre que celui qu'on a détruit et qui enveloppait mon corps, lui répond alors naïvement Obito. C'est louche, il faut absolument raconter tout ça au maître Hokage et à Minato Sensei. J'ai un mauvais pressentiment, enchaîne Kakashi, dont l'instinct lui hurlait que quelque chose clochait dans cette histoire. De son côté, Rin se sait manipuler et sent qu'un chakra démoniaque a été scellé en elle durant sa captivité. Après en avoir informé le troisième Hokage Hiruzen Sarutobi, Rin est mise en quarantaine en dehors du village dès son arrivée afin d'éviter une catastrophe. Sa garde, composée de ninjas d'élite, menée par la femme du Sandaime Biwako Sarutobi et celle de l'éclair jaune de Konoha Kushina Uzumaki, elle aussi hôte d'un démon à queue, ont pour mission de surveiller Rin. Kushina met à profit son talent en Fuinjutsu, hérité de son clan, pour réprimer au maximum le chakra du bijou enfermé dans le corps de Rin grâce à son sceau des 5 éléments. Cette manœuvre du village de Kiri, Hiruzen n'a d'autre choix que de l'interpréter comme un nouvel acte de guerre, dans un contexte où la troisième grande guerre ninja tournait largement à l'avantage de Konoha, notamment grâce à la mission de sabotage de la team Minato quelques mois plus tôt. Les négociations pour des traités de paix avec les villages ennemis étaient sur le point de commencer, et une telle tentative d'attaque de Kiri sur Konoha tombait très mal. On ne peut pas laisser passer un tel affront sans rien faire, Hiruzen, s'exclame alors Danzo, alors qu'un conseil d'urgence a été convoqué pour faire face à cette tentative d'attaque. Hiruzen et ses conseillers, Omura et Koharu, ne peuvent que reconnaître que Danzo a raison. Je croyais qu'on voyait le bout de ce conflit. Visiblement, Kiri ne l'entend pas de cette oreille. Iwa n'a plus la possibilité de nous mettre en danger grâce à notre contrôle sur le pays de l'herbe et grâce à notre alliance avec Suna. Nous devons absolument poursuivre cette voie vers la paix. Même si Onoki est têtu, la situation est à notre avantage. Nous pourrons sans doute bientôt engager des négociations d'armistice. Je ne souhaite pas relancer d'hostilité. Kiri a sacrifié un de ses 2 bijoux dans cette tentative d'attaque. En guise de réparation, nous garderons Sanbi en notre possession. Le troisième Mizukage ne sera pas en position de tenter quoi que ce soit en représailles, au risque de devoir s'opposer à l'alliance entre Konoha et Suna. Iwa est hors jeu et Kumo vient de perdre son Raikage. Ils sont occupés à assurer la passation de pouvoir. Je doute fort qu'ils souhaitent s'allier à Kiri pour poursuivre le combat, décida Hiruzen. Danzo, qui n'avait pas l'intention de voir ce conflit se terminer sans que Konoha ait renforcé sa domination sur les autres grands villages, est totalement séduit par cette idée. Avec cette décision d'Hiruzen, Konoha venait de gagner un nouveau démon à queue et ainsi se renforcer grandement. Initialement, Danzo avait prévu de nouer une alliance avec Hanzo de la Salamandre, le dirigeant du village d'Ame, en l'aidant à se débarrasser d'une organisation grandissante au sein de son village, l'Akatsuki, créée par 3 orphelins de la deuxième grande guerre ninja et dont l'influence grandissante menaçait l'autorité. Avec ce soudain revirement de situation, la priorité de Danzo devint naturellement de sécuriser la jeune Rin Nohara afin d'en faire un véritable atout pour Konoha. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'obtenir un Jinchuriki supplémentaire constitue un bien meilleur calcul que de s'accorder les faveurs d'un village mineur comme Ame, malgré sa position géographique stratégique. Ainsi, sans le soutien de Konoha par l'intermédiaire de Danzo, Hanzo est contraint de passer un accord avec Yaeko et l'Akatsuki afin de l'aider à négocier la paix avec les autres villages impliqués dans les conflits mondiaux, durant lesquels Ame constitue systématiquement un enjeu stratégique, de par sa position géographique entre Suna, Iwa et Konoha. Après les négociations avec Yaeko et Nagato, Hanzo s'aperçoit que les 2 jeunes shinobi n'ont aucunement l'intention de remettre en cause son autorité au sein du village, tant que la paix reste sa priorité. Autrefois, Hanzo était un homme de conviction qui souhaitait mettre fin au conflit entre shinobi. En discutant avec ces jeunes orphelins, doués mais pacifistes, et issus tout comme lui du village caché de la pluie, Hanzo se rappela des convictions qui l'animaient autrefois, et un véritable accord fut scellé avec l'Akatsuki.
De son côté, Minato est enfin rentré à Konoha de sa mission. En découvrant tout ce qu'il s'était passé en son absence, Minato est sous le choc. Le sentiment d'incrédulité et de joie procuré par le retour d'Obito est rapidement rattrapé par l'incompréhension, ainsi que l'angoisse de savoir Rin manipulé par Kiri. Obito, je suis tellement heureux de te voir, mais comment as-tu pu survivre à un tel éboulement? C'est un miracle. Et où est Rin? Il faut vite que j'aille la voir pour m'assurer qu'elle n'est pas en danger. Les mots, habituellement réfléchis et posés de Minato, fusaient hors de sa bouche. Je vous raconterai tout, sensei, mais d'abord, vous devez vous occuper de Rin. C'est la priorité absolue, lui répondit Obito. Je vois, tu n'as pas changé. Tu fais toujours passer les autres avant toi, dit Minato les larmes aux yeux. Arrivé au baraquement dans lequel Rin était retenue, Minato constate que cette dernière est inconsciente. À la demande de Kushina, Rin avait été placée dans un coma artificiel, et une unité de shinobi sensorielle menée par Inoichi Yamanaka sondait son esprit, dans le but d'en apprendre le plus possible sur sa captivité. Danzo, Hiruzen et Kakashi l'attendaient pour lui faire part de la décision de Konoha de conserver Sanbi, en guise de représailles face à la tentative d'attaque de Kiri. Minato fut donc chargé de superviser l'équipe de surveillance de Rin, afin de garantir que son bijou reste sous contrôle, et que les manipulations de Kiri sur son esprit soient rompues. Obito fut quant à lui envoyé à l'hôpital afin que des recherches soient menées sur son corps. En effet, la prouesse que constituait sa survie faisait beaucoup parler au sein du village et de son clan. Peu après, Minato, Hiruzen et le chef du clan Uchiwa Fugaku sont conviés à l'hôpital afin de s'entretenir avec Obito. Après analyse, les médecins shinobi sont choqués de voir qu'Obito avait subi une greffe d'une complexité incroyable grâce à des tissus d'origine inconnue et dont les cellules montraient une vitalité hors du commun. Mais qui a bien pu te soigner comme ça? C'est incroyable. Il faut faire venir Tsunade pour une analyse plus poussée. Envoyer une unité pour la chercher. Elle doit être en train d'écumer les casinos du pays du feu, déclare fermement Hiruzen. En attendant l'arrivée de la Sannin légendaire, Fugaku, Hiruzen et Minato poursuivent leur entretien avec Obito. J'ai été sauvé par un vieillard étrange possédant un Sharingan dans son œil gauche. Il m'a dit s'appeler Madara, mais je crois qu'il s'agit d'un déserteur du clan ayant perdu la tête, explique Obito en s'adressant à Fugaku. Madara, ça paraît totalement délirant, je te l'accorde, répondit le chef de la police du village. C'est étrange, la moitié de mon corps est composée d'une matière blanche capable de se régénérer et qui me permet de survivre sans boire ni manger. Autre chose, je suis capable de malaxer un chakra différent, poursuit Obito, tout en tendant la paume de sa main droite dans laquelle il fait pousser une tige de bois. C'est impossible. Du Mokuton, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'écrie Hiruzen. Maître Hokage, j'ai comme l'impression que ça cache quelque chose. Je ne sais pas si ce vieil homme est réellement Madara, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un de vraiment dangereux, dit à son tour Minato l'air inquiet. De son côté, Madara apprend de Zetsu que Rin a été mise à l'écart du village et qu'Obito est actuellement en train de divulguer des informations à leur sujet aux hautes instances de Konoha. Nous devons passer au plan B. Sans Obito pour prendre le relais, tous nos espoirs pour mettre en place le plan Œil de Lune reposent maintenant sur Nagato. Ma vie est liée au Gedomazo. Si les shinobi de Konoha remontent notre trace, je ne serai pas en état de résister. Sans mes Rinnegan, je ne peux pas révoquer la statue. Je n'ai pas le choix, je vais devoir me débrancher et mourir. Notre priorité absolue est de forcer Nagato à me rendre la vie avec le Rinne Tensei rapidement. Je me chargerai ensuite de capturer les bijoux moi-même. Après avoir terminé ses explications, Madara pose sa main sur l'épaule de Zetsu blanc, faisant apparaître une forme obscure. Voici Zetsu noir, il est la manifestation de ma volonté. Il se chargera de forcer Nagato à me réanimer. En attendant, vous autres effacerez toute trace de notre passage ici. L'amulette que j'ai placée sur le cœur d'Obito l'empêchera d'en dévoiler trop sur ce qu'il sait à notre sujet. Ça devrait suffisamment ralentir les recherches de Konoha. Madara coupe alors son lien avec le Gedomazo et mit ainsi fin à ses jours. Il n'avait pas encore dit son dernier mot. Quelques jours plus tard, Tsunade fait son retour à Konoha, accompagné de Jiraiya et Orochimaru, eux aussi convoqués par leur ancien maître. Tsunade se précipite alors auprès d'Obito pour l'examiner et est immédiatement mise au courant des informations communiquées plus tôt par ce dernier. Après analyse, le doute n'est plus permis. Les cellules ayant servi à la greffe d'Obito étaient celles de son défunt grand-père, Shodai Hokage et dieu des shinobi, Hashirama Senju. Tout le monde est choqué par la nouvelle. Seul Orochimaru semble fasciné par une telle prouesse, lui qui avait entrepris des recherches sur les cellules d'Hashirama par le passé. Plus que quiconque, motivé par sa volonté de percer à jour les mystères du monde shinobi, Orochimaru souhaite tirer cette histoire au clair. Fort de ces nouvelles informations, les shinobi de Konoha poursuivent l'interrogatoire d'Obito. Maintenant que vous le dites, je me souviens que le vieillard a évoqué le nom d'Hashirama lors de notre rencontre, explique Obito. La possibilité que ce vieillard puisse bel et bien être Madara commence à être de plus en plus crédible, et Hiruzen, les Sannin, Fugaku et Minato ainsi que Kakashi, également présents, sont tous pendus aux lèvres d'Obito. Ce dernier tente donc d'expliquer ce qu'il a compris des intentions du vieillard, mais alors qu'il s'apprête à partager avec eux ce que les Zetsu lui avaient dit du plan Œil de Lune, Obito sent une forte
forte pression au niveau de sa poitrine. L'amulette que lui avait apposée Madara l'empêchait d'en dire trop. Tous comprirent immédiatement qu'Obito était encore manipulé. Ainsi, pour trancher la question de s'il s'agissait bel et bien de Madara, Hiruzen prit la décision d'aller examiner le tombeau du doyen des Uchiwa, qui avait été caché par ses prédécesseurs pour éviter sa profanation et dont il était le seul à avoir hérité de la position. Une fois sur place, Hiruzen fut choqué de découvrir que le tombeau était vide, le clone que Madara y avait laissé ayant disparu en même temps que ce dernier se soit détaché du Gedo Mazo. En parallèle, Tsunade poursuit ses analyses sur Obito. La princesse découvrit qu'un sceau avait été généré sur le cœur du jeune Uchiwa et elle réussit à le retirer dans une opération chirurgicale qu'elle seule était en mesure de réaliser. Sa phobie du sang l'aurait en principe empêché de réaliser une telle intervention, mais les enjeux étaient immenses et l'héritage de sa famille était en jeu. Après avoir discuté avec Jiraiya et Minato, Tsunade apprit qu'Obito était un jeune shinobi plein de rêves, dont celui d'être Hokage, et elle ne put s'empêcher de voir en lui son petit frère Nawaki. Touché par le sort d'Obito et déterminé à percer à jour les mystères qui l'entourent, Tsunade réussit à surmonter sa peur du sang pour retirer l'amulette en l'opérant. À son réveil, Obito se sent libéré d'un poids. Il partage alors immédiatement tout ce qu'il sait de Madara, à commencer par sa volonté de plonger le monde dans un genjutsu pour mettre fin à ce qu'il appelle le karma, une idée qui lui paraît totalement délirante, mais que les autres semblent prendre avec un étonnant sérieux. Aussi, Obito explique que Madara possède un réseau d'informations hors du commun à travers ses sbires, eux aussi composés des cellules de Hashirama, et qui sont capables de se déplacer dans les sols pour couvrir d'immenses distances et d'échanger des informations entre eux instantanément. Enfin, alors qu'il énumérait le plus de détails possible concernant Madara, Obito se souvient soudainement d'un de leurs premiers échanges. Il y était question de voler la pupille droite d'Obito pour se la greffer, dans la mesure où Madara disait avoir confié ses yeux d'origine à quelqu'un d'autre. Cette étrange information, qu'Obito avait failli oublier tant Madara l'avait évoquée au détour d'une conversation, était pourtant capitale. L'assemblée ne semblait pas encore l'avoir réalisée, mais Jiraiya, lui, pour une raison qu'il ne savait expliquer, l'avait senti. Après qu'Hiruzen ait confirmé que le tombeau de Madara était vide aux shinobi présents lors des entretiens avec Obito, une escouade est envoyée pour retrouver la grotte dans laquelle le fameux Madara avait recueilli ce dernier. Composée de Minato, laissant Rin dont l'état est stable entre les mains de sa femme Kushina, de Kakashi et des 3 Sannin, cette unité d'élite est guidée par Obito lui-même jusqu'à l'emplacement de la grotte. Hiruzen doit quant à lui rester à Konoha pour assurer le début des négociations d'armistice avec Iwa, qui marqueront sans doute la fin d'un conflit mondial qui durait depuis maintenant plusieurs années. Pendant ce temps, Zetsu met en place son plan de contrôler Nagato pour le forcer à rendre la vie à Madara. Nagato, Yahiko et Konan, ainsi que les membres de leur organisation l'Akatsuki siègent désormais au conseil d'Ame aux côtés de Hanzo. Zetsu les a bien observés et il comprend très vite que Yahiko a une grande influence sur Nagato. Le premier est comme un grand frère pour le second, et tous deux partagent des idéaux pacifistes qui commencent à prendre forme grâce à la collaboration négociée avec Hanzo un peu plus tôt. Corrompre Nagato n'est donc plus une option, et Zetsu n'aura pas d'autre choix que de le contraindre de réanimer Madara par la force. En parallèle, l'escouade de Minato est arrivée sur les lieux. La grotte s'est totalement effondrée et il est impossible d'y accéder. C'est étrange, le vieux disait qu'il était obligé de rester branché à la statue géante pour survivre. S'il y a eu un éboulement, c'est soit qu'il a réussi à la déplacer, ce qui me paraît peu probable vu sa taille, soit qu'il a pu se débrancher, explique Obito. Pour s'en assurer, Minato utilise ses capacités de ninja sensoriel pour sonder la grotte et déclare ressentir une aura maléfique s'en dégager. Immédiatement, Orochimaru invoque un serpent suffisamment petit pour se faufiler entre les débris et confirme que la statue géante est toujours sur place, mais que la grotte est abandonnée. Alors le vieux a menti, il peut bel et bien survivre sans la statue, suppose Obito. Cette statue recèle un pouvoir bien étrange. J'aimerais pouvoir l'étudier. Nous gagnerions à dégager les débris pour l'observer de nos yeux, poursuit Orochimaru. Ainsi, les 6 shinobi commencent à dégager les décombres. La force colossale de Tsunade est sollicitée, et les plus puissantes invocations de Jiraiya et Orochimaru, Gamabunta et Manda sont mises à contribution, non sans rechigner à collaborer. Pendant ce temps, Minato et Jiraiya ont une conversation. Minato, je n'avais pas forcément l'intention de t'en parler tout de suite, mais il y a quelques années, le grand sage Gamamaru m'a fait part d'une prophétie. Dans cette vision, il était question de grands bouleversements à venir dans le monde shinobi. Tu connais le vieux crapaud, il ne m'a pas donné beaucoup de détails, mais s'il est question de Madara Uchiwa ici, il ne fait aucun doute que c'est à ça que l'ancien faisait référence. Il m'a aussi dit que j'enseignerais les arts ninja à un homme au talent sans pareil, dont les décisions scelleront justement le sort du monde shinobi face à ces grands bouleversements. De ces choix aboutiront soit le chaos, soit la paix. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai cru que ce devait être toi, l'enfant de la prophétie. Mais avec les nouvelles informations qu'on a sur Madara, je ne peux m'empêcher de repenser à ce jeune shinobi d'Ame que j'ai pris sous mon aile durant la deuxième grande guerre ninja. Il possédait des Rinnegan, le dojutsu de l'ermite Rikudo.
Son nom est Nagato. J'ai bien longtemps cru que c'était le fruit d'un hasard et qu'il était une sorte d'élu. Mais depuis que le jeune Obito nous a parlé de Madara, et surtout du fait qu'il aurait confié ses yeux à quelqu'un, j'ai eu le temps d'y penser. Et je ne peux m'empêcher de croire que tout ça est lié. Ce n'est qu'une intuition, mais elle n'a fait que se renforcer depuis notre arrivée ici. Je n'en ai parlé à personne, mais je te fais confiance. Plus qu'à quiconque. Je pense devoir me rendre à Ame pour retrouver ce garçon, explique Jiraiya à un Minato confus face à de telles révélations. Maître, vous avez un instinct hors du commun. Si vous pensez qu'il est de votre devoir de vous rendre à Ame, alors allez-y. Je me chargerai de prévenir le Hokage à notre retour, répondit Minato après avoir longuement réfléchi. Zetsu, qui avait laissé un de ses clones près de la grotte pour se tenir informé de la progression des investigations de Konoha, entendit tout de la conversation et comprit qu'il devait rapidement ramener Madara à la vie, sans quoi Nagato risquait d'être rapidement placé hors de sa portée. Foutu shinobi de Konoha, il nous mène vraiment la vie dure. Ainsi, Jiraiya se mit en route pour le village caché de la pluie. Zetsu guette donc la moindre opportunité de surprendre Nagato pour s'emparer de son corps, le temps de réaliser le cycle éternel des réincarnations pour rendre la vie à Madara, dont il a conservé précieusement la dépouille. Il attend que Nagato soit isolé de son ami Yahiko, chose si rare qu'elle demande une grande vigilance de sa part. Quelque temps plus tard, Jiraiya arrive à Ame, où il est accueilli par Hanzo, qui le connaissait bien depuis leur affrontement durant la deuxième grande guerre ninja, au cours duquel les Sannin avaient forgé leur réputation de ninja légendaire de Konoha. Prétextant une mission diplomatique au nom de son village, Jiraiya interroge le leader d'Ame sur la situation actuelle du pays face au conflit mondial. Afin d'obtenir la confiance de Hanzo, connu pour sa méfiance, Jiraiya prend même la décision de proposer une alliance avec Konoha au nom d'Hiruzen. Convaincu que Nagato a un rôle à jouer dans le mystère entourant Madara, l'ermite des crapauds prend la liberté d'engager la responsabilité de Konoha. Ainsi, Hanzo lui explique être dans une démarche de paix avec les autres villages depuis sa récente alliance avec une organisation de jeunes shinobi du nom d'Akatsuki. Curieux, Jiraiya demande à s'entretenir avec les leaders de cette organisation, officiellement afin de négocier les détails de l'accord entre Ame et Konoha, et officieusement dans l'espoir de retrouver Nagato. Ainsi, Yahiko, Konan et Nagato sont convoqués pour rencontrer l'émissaire de Konoha venu proposer une alliance. Les trois orphelins entrent donc dans le bureau de Hanzo. En apercevant ses anciens élèves, Jiraiya ne peut s'empêcher de sourire, il avait bien fait de suivre son intuition. « Salut les jeunes, ça fait longtemps, c'est donc vous les fondateurs d'Akatsuki. J'aurais dû m'en douter, dit-il immédiatement. Jiraiya-sensei, nous sommes si contents de vous revoir, s'écrie alors Yahiko. Après avoir longuement discuté des modalités de l'accord et expliqué à Hanzo le lien qui les unissait, ce qui avait renforcé la volonté de ce dernier de nouer une alliance avec Konoha, les trois orphelins et Jiraiya quittent le bureau du chef d'Ame. « Maître Jiraiya, on a tant de choses à vous raconter, dit alors Konan en tendant un origami à son ancien sensei. Nous aurons tout le temps d'en discuter plus tard, les enfants. En attendant, Nagato, j'ai des choses à te dire, répondit-il avec le visage plus grave que d'habitude. Après s'être isolé des deux autres, Jiraiya commence à interroger Nagato. Tu te souviens, il y a longtemps, je t'ai dit que tes pupilles étaient une bénédiction, que grâce à elles, peut-être que tu pourrais mettre fin au conflit dans ce monde, comme l'ermite Rikudo l'avait fait en son temps à l'aide de ce même dojutsu. J'ai longtemps pensé que tu étais sa réincarnation, mais nous avons récemment été mis face à un sombre secret. Jiraiya expliqua ainsi les récents événements avec Obito et le vieux Madara. Il partage donc à Nagato sa théorie sur l'origine de ses yeux. Un shinobi capable de traverser les générations, de manipuler les cellules de son rival de toujours, le Shodai Hokage Hashirama Senju, possédant un réseau d'information mondial, qui d'autre que lui aurait pu s'éveiller au Rinnegan, un dojutsu que tous pensaient être issu d'un conte de fées tant ses pouvoirs dépassent l'imagination. Jiraiya faisait partie de ceux qui croyaient fermement à la légende de l'ermite Rikudo, et il avait vu de ses yeux que les Rinnegan existaient au travers de Nagato. Mais de là à penser naïvement que ce dernier était la réincarnation de l'ermite des Six Chemins, au regard des récentes révélations sur Madara, cela aurait été irresponsable. Je sais que tu t'es toujours demandé pourquoi toi, un orphelin d'Ame, plutôt que n'importe qui avait hérité d'un tel pouvoir. Aujourd'hui, c'est la question à laquelle j'aimerais qu'on tente de répondre ensemble, conclut Jiraiya. Nagato, d'abord abasourdi par ces révélations, sentit que son maître avait raison. Cette histoire devait être tirée au clair. Ainsi, il fut décidé que Jiraiya resterait constamment auprès de Nagato, en attendant d'avoir obtenu le plus d'informations possible sur Madara, via l'enquête en cours à Konoha, et afin d'éviter que Nagato soit pris pour cible. Zetsu, ayant là encore entendu leur conversation, comprend qu'approcher Nagato sera d'autant plus compliqué maintenant que ce dernier est sous la surveillance rapprochée de Konoha. En parallèle, Minato et les autres ont enfin dégagé l'entrée de la grotte de Madara et font face à l'immense statue du Gedomazo. « Quelle est cette chose ?» demande choqué Orochimaru. « Je ne sais pas mais ça a l'air dangereux » répond Minato. Obito confirme auprès des autres qu'il s'agit bien de la statue à laquelle Madara était branché. Zetsu avait pris soin de cacher toutes les traces de leur passage. Il avait donc détaché tous les Zetsu et détruit le siège sur lequel Madara était forcé de rester pour être approvisionné en chakra par la statue. Mais Obito reconnaît immédiatement le Gedomazo qu'il avait eu le temps d'observer longuement durant sa convalescence. Nous devons absolument étudier cette
de choses, s'écrie Orochimaru dont la curiosité était plus que piquée. Le Sannin était prêt à mettre en attente toutes ses recherches pour percer à jour le mystère de la statue, qu'il sentait être un élément clé pour percer à jour les secrets du monde shinobi. Après avoir positionné une unité de surveillance auprès de la statue, tous rentrèrent à Konoha. De retour au village, Obito, Kakashi et Minato se précipitent auprès de Rin, qui avait repris connaissance un peu plus tôt. À leur grande surprise, cette dernière était accompagnée de Danzo. En effet, ce dernier comptait bien faire de Rin un membre de la racine, afin de placer la puissance de son bijou sous son contrôle total. D'abord agacés, les membres de la team Minato furent rapidement rassurés, lorsqu'Hiruzen leur expliqua que Kakashi et Obito intégreront eux aussi les forces spéciales, afin de rester auprès de Rin. Bien sûr, cette dernière devra au préalable suivre un entraînement drastique auprès de Kushina, afin de mieux maîtriser son démon. De leur côté, Fugaku et Orochimaru sont chargés de diriger les recherches sur la statue géante de Madara. En effet, Fugaku avait été lui aussi intrigué par le mystère de Madara, qui était finalement son ancêtre. Ayant éveillé son Mangekyo Sharingan durant le conflit mondial, Fugaku avait réussi à déchiffrer une partie de la stèle de pierre, sur laquelle il était inscrit que les pouvoirs du Sharingan permettaient de contrôler les démons à queue. Il comprit immédiatement que Madara avait probablement déchiffré tout le contenu de la stèle, et qu'elle devait constituer une mine d'or en matière d'informations sur les secrets de Madara, une idée soutenue par la capacité de ce dernier à contrôler Kyuubi autrefois dans son combat contre Hashirama Senju, avant que le démon ne soit scellé dans sa femme Mito Uzumaki. Pendant l'absence d'Orochimaru et des autres, il avait été conclu avec Hiruzen que l'étude de cette stèle devait constituer une priorité absolue afin d'en savoir plus sur les vraies motivations de Madara. Ainsi, Orochimaru et Fugaku commencèrent à tenter de déchiffrer cette fameuse stèle. Cette collaboration entre les grandes instances de Konoha et les Uchiwa avait par la même occasion apaisé les tensions entre le clan et la classe dirigeante du village. Confier une telle responsabilité au clan Uchiwa constituait une véritable marque de confiance de la part du troisième Hokage. En parallèle, Hiruzen a entamé les pourparlers avec Iwa. Au vu des récents événements, Konoha a tout intérêt à mettre fin à la guerre afin de se concentrer sur ses recherches concernant Madara. Iwa n'étant pas réellement en position de négocier, Onoki accepte de signer le cessez-le-feu, mettant ainsi fin à la troisième grande guerre ninja. À la surprise générale, Hiruzen refuse de demander réparation au pays de la Terre malgré leur défaite et les dégâts causés au pays du feu, ce qui crée une forte polémique au sein du village. La démarche de Hiruzen avait vocation à ne pas raviver les tensions entre les villages, mais les habitants du pays du feu ne l'entendent pas de cette oreille. Face au mécontentement des villageois, Hiruzen est contraint de démissionner de son poste de Hokage. Un débat sur qui sera son successeur fait donc rage. Certains souhaitent voir Minato prendre le poste, tandis que d'autres plébiscitent Orochimaru. Les Uchiwa veulent quant à eux placer Fugaku au cœur des débats, mais au regard des récents événements, aucun des trois candidats potentiels n'est très disponible ni enclin à prendre le poste. La priorité d'Orochimaru et Fugaku est de percer à jour le mystère de Madara, et Minato souhaite rester disponible pour soutenir Rin et Obito dans les épreuves qu'ils traversent. De ce fait et par défaut, c'est Danzo qui est nommé 4ème Hokage. Ainsi, la branche spéciale de l'Anbu de la Racine est intégrée à la garde personnelle de Danzo avec les forces spéciales traditionnelles. Obito, Rin et Kakashi sont donc désormais au service du Hokage, de quoi rassurer Minato qui pourra garder un œil plus attentif à leur évolution dans cette nouvelle configuration. Désormais Hokage, élu avec l'accord des Uchiwa, Orochimaru et le seigneur du pays du feu, Danzo n'a plus de raison d'évoluer dans l'ombre et peut désormais œuvrer dans l'intérêt de Konoha, sans employer ses habituelles méthodes détournées. Quelques mois plus tard, l'enquête sur la stèle des Uchiwa a bien avancé. Minato envoie donc un message à Jiraiya via un de leurs crapauds du mont Myoboku pour l'informer des récentes découvertes de Fugaku et Orochimaru. Sur le parchemin rédigé par Minato transmis par le crapaud, Jiraiya lut les mots suivants. Nous avons pu pénétrer la grotte de Madara. Après analyse, la statue géante qui s'y trouvait servait de catalyseur pour cultiver des cellules du Shodai Hokage. Nous ne sommes pas sûrs de l'usage que Madara pouvait faire des cellules du premier du nom, mais d'après ce que Fugaku et Orochimaru ont déchiffré de la stèle de pierre des Uchiwa et extrapolé à partir de là, il semblerait qu'en mixant le chakra des Uchiwa et des Senju, il soit possible de recréer celui de l'ermite Rikudo. Et au vu de la conversation qu'on a eue la dernière fois sur votre ancien élève détenteur du Rinnegan, je pense que nous pouvons théoriser que la stèle constitue un mode d'emploi pour obtenir ce dojutsu, et que Madara l'avait compris. J'en ai parlé avec Maître Hiruzen. Afin de confirmer cette idée, nous aimerions que vous fassiez venir ce fameux Nagato au village, afin que nous menions des analyses sur ces dojutsu, et ainsi déterminer s'ils ont bien un lien avec Madara. En refermant le parchemin, Jiraiya est persuadé que son intuition était la bonne. Tous les éléments concordent. Ainsi, Nagato, curieux d'en savoir plus sur l'origine de ses pouvoirs et conscient des enjeux, accepte de se rendre à Konoha avec Jiraiya, accompagné de Yahiko et Conan, et prétextant une mission diplomatique auprès de Hanzo. Zetsu est acculé, il n'a plus de temps à perdre. Si l'esprit de Nagato est sondé par la section d'interrogatoire de Konoha, avec leur dispositif d'amplification de lecture de mémoire, ou que des prélèvements sont réalisés sur ses yeux, il risque de confirmer leur théorie que ces Rinnegan sont bien ceux de Madara, ce qui placerait nécessairement Nagato hors de sa portée et contrarierait considérablement son plan pour réanimer Madara.
Dans le même temps, Rin poursuit son entraînement en tant que Jinchuriki avec Kushina. Obito et Kakashi ne la quittent pas des yeux et en profitent eux aussi pour perfectionner leur technique. Ils sont désormais membres des forces spéciales et malgré tous les événements traumatisants survenus récemment, Obito reste tout aussi motivé à devenir un puissant shinobi pour protéger ses amis, mais aussi pour réaliser son rêve de toujours, celui de devenir Hokage. Désormais détenteur du Sharingan et du Kekkei légendaire du premier Hokage, Obito sent que son rêve est à portée de main. Quelques jours plus tard, Jiraiya et ses 3 anciens élèves ont passé la frontière du pays du feu. À 2 jours de route de Konoha, le groupe installe un camp pour passer la nuit. Profitant du sommeil des 4 shinobi, Zetsu voit là sa seule opportunité de forcer Nagato à réaliser le Rinne Tensei. Alors que ce dernier est endormi, Zetsu noir se sépare du Zetsu blanc et se faufile dans le sol avant de réapparaître dans le dos de Nagato pour s'agripper à lui. Nagato est immédiatement réveillé par cette horrible sensation. Et alors que Zetsu tente de le forcer à réaliser le mudra pour lancer le Rinne Tensei, Nagato tente de pousser un cri pour réveiller les autres mais il est comme étouffé. Il parvient tout de même à résister et dans un effort immense, il réussit même à se défaire de l'emprise de Zetsu avec les pouvoirs répulsifs de son Rinnegan. Merde, Nagato est trop puissant pour que je le contrôle totalement. Pas le choix, je dois prendre un otage, pense alors Zetsu. Ce dernier se projette alors sur Conan et prend possession de son corps. Tout le monde est réveillé par la lutte qui vient d'avoir lieu, mais c'est trop tard, Conan est contrôlé et elle a eu le temps de se saisir de son kunai pour le placer sous la gorge de Yahiko. Nagato, il est temps pour toi de rendre ses pupilles à leur propriétaire. Mais avant, tu vas devoir lui rendre la vie. Vas-y, forme les mudras de la chèvre et du serpent. Si tu refuses, je tranche la gorge de ton ami ici présent. Jiraiya ne comprend pas tout à fait la situation, mais ce dont il est sûr, c'est que cette créature est un des sbires de Madara dont lui avait parlé Obito, et il venait de confirmer sa théorie sur l'origine des pupilles de Nagato. L'autre chose dont il était convaincu, c'est que le moment du choix dont avait parlé le grand sage des crapauds Gamamaru était arrivé. De la décision de Nagato dépendait peut-être l'avenir du monde shinobi tout entier. Nagato, je ne suis pas sûr de comprendre, mais ce type m'a l'air louche. Ne l'écoute pas et ne t'inquiète pas pour moi, dit alors Yahiko dans une voix étouffée par l'emprise de Conan. Les regards de Nagato et Jiraiya se croisèrent. Sans dire un mot, Nagato lut dans les yeux de son maître que se plier à la volonté de cette étrange créature aurait des conséquences catastrophiques. Un sort de résurrection. Encore une capacité du Rinnegan. Voilà pourquoi Madara me les a confiés. Il comptait sur moi pour lui rendre la vie avec ses propres pouvoirs. Il n'y a pas à dire. C'est un plan des plus maléfiques. Mais c'est bon à savoir, déclare Nagato en joignant les paumes de ses mains. Zetsu est ravi de voir que Nagato est résigné à lui obéir pour sauver son ami. Mais c'est alors que Nagato se précipite vers Yahiko et Conan. Tu refuses de m'obéir? Tant pis pour toi, s'exclame Zetsu en tranchant la gorge de Yahiko. Nagato est fou de rage. Et alors que Zetsu s'apprête à le menacer de tuer également Conan s'il ne lui obéit pas, Nagato tend sa main et l'attire à lui avec l'attraction céleste. Zetsu n'a même pas eu le temps de réagir. Nagato saisit la gorge de Conan et de sa main libre, il attrape la matière noire recouvrant son corps pour tenter de l'arracher. Zetsu résiste, mais Nagato fait apparaître 2 autres bras à la base de son cou avec Shurado pour finalement détacher le parasite. Merde, lui aussi on l'a sous-estimé, pense alors Zetsu en tentant de se faufiler dans le sol pour s'échapper et ajourner son plan. Mais alors qu'il commençait à s'infiltrer dans la terre, Zetsu sent que Nagato s'est rapproché de lui à une vitesse folle et qu'il tend vers lui une sorte de canon ayant jailli d'un de ses bras mécaniques. Zetsu est alors frappé par un immense rayon de chakra qui le désintègre totalement. Et alors qu'il disparaissait, Zetsu Noir comprit qu'il avait échoué et que les siècles entiers qu'il avait passés à œuvrer pour ressusciter sa mère Kaguya en manipulant Madara avaient été vains. À bout de souffle, Nagato tombe les genoux au sol et prend dans ses bras le corps inerte de Yahiko. Conan, qui vient de reprendre ses esprits, fond en larmes. Jiraiya pose alors sa main sur l'épaule de son élève. Nagato, tu as fait le bon choix. Tu viens certainement de sauver le monde shinobi. Même si ça signifiait sacrifier Yahiko et ainsi renoncer à ton vœu le plus cher de le protéger, tu as surmonté cette épreuve. Tu es bien le sauveur de ce monde. L'enfant de la prophétie, déclare Jiraiya après un long silence. Maître Jiraiya, je n'ai pas encore renoncé à protéger mes 2 amis les plus chers, répond Nagato, tout en exécutant les signes évoqués par Zetsu Noir un peu plus tôt. Nagato, ne me dis pas que, à peine le temps de finir sa phrase, Conan voit les cheveux de Nagato prendre une teinte blanche. Le roi des enfers jaillit du sol et laisse s'échapper une âme de sa gueule, se dirigeant tout droit vers Yahiko. Quelques instants plus tard, ce dernier ouvre les yeux. Par miracle, Yahiko est revenu à la vie. Nagato, pourquoi demande alors Yahiko la voix tremblante. J'ai juré de vous protéger, toi et Conan. Et puis, le village a besoin de toi. Tu as toujours été le leader, le fondateur de l'Akatsuki. Après tout ce qu'on a enduré, Conan et toi méritez de vivre heureux. Promettez-moi de prendre soin l'un de l'autre en mon absence, répondit Nagato avec un sourire triste, avant de s'effondrer au sol sans vie. Yahiko et Conan se mirent à pleurer la mort de leur ami, mais Jiraiya prit aussitôt la parole. Retourner ses propres pouvoirs contre lui. D'abord Obito, et maintenant Nagato. Décidément, Madara a sous-estimé la volonté de ces deux-là de sauver leurs amis. Yahiko, Conan, relevez-vous. Nagato est mort en réalisant son souhait le plus cher. Vous protégez tous les deux.
Le jour se lève et Yahiko et Conan ont séché leurs larmes. Maintenant que Nagato est décédé, écartant ainsi la menace de Madara et confirmant la théorie sur l'origine de ces Rinnegan, Yahiko et Conan n'ont plus de raison de se rendre à Konoha. Les deux orphelins rentrent donc à Ame pour donner des funérailles dignes de ce nom à leur ami qui s'était sacrifié pour eux, non sans avoir pris la peine de détruire ces Rinnegan au préalable afin d'éviter toutes les convoitises. Jiraiya les avait accompagnés afin d'honorer la mémoire de Nagato et pour s'assurer que les Rinnegan soient bien détruits. Quelques jours plus tard, Jiraiya rentre à Konoha, où une grande réunion avec les personnes concernées par l'affaire de Madara est organisée. Obito, Kakashi, Rin, les Sannin, Hiruzen, Minato, Fugaku et par la force des choses Danzo, le nouveau Hokage, sont donc tous réunis autour de Jiraiya. Ce dernier leur révèle donc que la menace de Madara a été écartée grâce à Nagato. « J'en étais sûr, maître Jiraiya. Votre intuition est toujours la bonne », déclare d'abord Minato. D'une manière ou d'une autre, Madara a réussi à s'éveiller au Rinnegan. N'étant plus en état de mener à bout son plan, quel qu'il soit réellement, il a confié ses pupilles à un jeune garçon d'un pays ne suscitant pas l'intérêt des grandes nations afin de les dissimuler. Son but était de le forcer à lui rendre la vie avec un des sorts du Rinnegan avant de récupérer ces mêmes pupilles. L'objectif initial était probablement d'utiliser Obito à cet effet, explique Jiraiya. Oui, cela colle tout à fait avec ce que nous avons découvert durant nos recherches, poursuit Orochimaru. Il avait donc l'intention de devenir l'égal de l'ermite Rikudo pour imposer sa vision de la paix au monde Shinobi, compris alors Obito, qui avait eu l'occasion d'échanger avec Madara en personne. Il a essayé de vous manipuler, mais il a sous-estimé la capacité des Shinobi à se faire confiance, et ça a causé sa perte. Nagato Eto avait placé votre volonté de protéger vos amis avant tout, et c'est ce qui nous a sauvés, conclut Jiraiya. Près de 10 ans se sont écoulés depuis les incidents de Madara et la fin de la troisième grande guerre ninja. Malheureusement, la paix est loin d'avoir été acquise et un quatrième conflit mondial a éclaté il y a peu. En effet, le déséquilibre créé par l'obtention du démon à 3 queues de Kiri par Konoha a fini par pousser le village de Kumo à tenter d'étendre son territoire au sud. Iwa a rejoint Kumo dans le conflit afin d'en profiter pour renforcer son influence au nord du pays du feu, une occasion rêvée pour Onoki de prendre sa revanche sur Konoha. Face à cet affront du pays de la terre, Danzo a décidé de prendre part au conflit, au grand regret de Hiruzen et Minato. Les alliés de Konoha, Suna et Ame, désormais gouvernés par Yahiko, ont donc été contraints d'entrer eux aussi en guerre. Rin, désormais une kunoichi accomplie et membre de la garde spéciale du Hokage, avait longtemps culpabilisé et se sentait responsable de cette guerre. Mais tout Konoha avait fait front pour la défendre en refusant de la remettre à Kiri pendant des années, y compris ceux fermement opposés à une nouvelle guerre comme Minato, Hiruzen, Jiraiya ou encore Obito bien sûr. Depuis, ce dernier et elle formaient un duo ravageur, gagnant de nombreuses batailles à eux seuls pour Konoha. En effet, Rin possède en elle le pouvoir d'un démon à queue, et Obito, armé de son Sharingan, de son corps à moitié composé des cellules d'Ashirama et de son Mokuton, constitue une menace considérable pour leurs ennemis. Il l'avait appris en lisant à son tour la stèle des Uchiwa, et après en avoir discuté avec Orochimaru et Fugaku, posséder à la fois le Sharingan et les cellules d'Ashirama représente le meilleur moyen de contrôler les démons à queue. Voilà pourquoi les deux amis avaient travaillé ensemble, afin que la Jinchuriki puisse déchaîner toute sa puissance, avant d'être maîtrisée si besoin par Obito. Leurs exploits sur les champs de bataille avaient fait le tour du monde Shinobi, faisant d'eux des ninjas légendaires, au même titre que leur sensei Minato Namikaze, Fugaku Uchiwa l'œil maléfique, ou encore Kakashi le ninja copieur, leur ami devenu entre-temps Jonin Sensei. En effet, Kakashi dirige désormais une équipe de genin, composée du fils de son maître Naruto Namikaze, Kiba Inuzuka et Hinata Hyuga, tandis que Minato est quant à lui toujours un atout de taille dans la manche de Konoha, et dirige une nouvelle équipe de jeunes ninjas, composée de Sasuke Uchiwa, fils de son désormais ami Fugaku, Sakura Haruno et Shino, membres talentueux du clan Aburame. De son côté, Orochimaru dirige désormais une unité scientifique secrète créée par Danzo, lui permettant de réaliser toutes les expériences qu'il souhaite sans que ses méthodes pour le moins discutables ne soient contestées. Bien sûr, Orochimaru souhaite toujours plus que tout réaliser son objectif de maîtriser toutes les techniques et apprendre tous les secrets du monde Shinobi, un rêve devenu palpable depuis qu'il avait appris qu'obtenir les pouvoirs de l'ermite Rikudo était possible par l'intermédiaire de Madara. Cependant, son ancien maître Hiruzen et son ami Jiraiya avaient observé ses agissements toutes ces années, de peur qu'il n'exploite ses connaissances obtenues au travers de Madara à mauvais escient. Ainsi, deux des shinobi les plus doués de Konoha ont secrètement été missionnés par Hiruzen pour surveiller les moindres faits et gestes d'Orochimaru. Ces deux jeunes espions n'étaient nul autre que Shisui et Itachi Uchiwa, de quoi garder à l'œil Orochimaru. Le conflit est mondial, mais les voix s'opposant à la guerre, notamment portées par Jiraiya et soutenues par le dirigeant d'Ame Yahiko, commencent à se faire entendre. La puissance militaire de Konoha est telle que si elle le souhaitait, elle pourrait terrasser à elle seule les autres nations ennemies en même temps. Et du côté du Hokage, ce n'est vraiment pas l'envie qui manque. Heureusement pour le monde Shinobi, Danzo n'a pas les pleins pouvoirs et ses actions sont restreintes par les membres de son conseil, parmi lesquels Hiruzen et Minato notamment, eux aussi contre la guerre.
La paix mondiale est encore loin, mais Minato et Jiraiya sont confiants à l'idée qu'un jour, l'entente entre les shinobi soit possible. D'autant que le Hokage commence à se faire vieux, et que son remplaçant pressenti n'est autre que Obito Uchiwa, un shinobi qui, plus que quiconque, aspire à la paix. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle uchronie les potes, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Cette fois, j'ai essayé de vous inventer une histoire un peu plus portée sur l'enquête et sur les relations géopolitiques du monde shinobi, tout en restant cohérent avec les éléments présentés dans la trame principale bien sûr. C'était assez nouveau donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, perso j'ai vraiment kiffé faire un truc comme ça. J'en profite aussi pour remercier Nel Otaku qui a fait la miniature qui, comme vous avez vu, est vraiment un banger, donc vraiment encore une fois, merci à lui. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, il parle de Naruto, Dragon Ball et c'est vraiment un crack, donc go vous abonner, je vous mettrai le lien en description. Encore une fois, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, je vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, vous le savez, ça me soutient de ouf. Pensez aussi à rejoindre mon Discord, c'est un vrai repère de zinzin, mais on rigole bien et j'y suis super actif. Là aussi, le lien est en description. Bref, sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.